Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Terre d'Info, le JT en direct de la 70e foire de Châlons, ici à Châlons-en-Champagne. Vous savez qu'on a posé nos valises du 26 août au 5 septembre et on est tous les jours en direct, là aussi avec vous, pour partager l'actualité de cette foire de Châlons. Alors au sommaire de cette émission, pour la partie actu, nous avons le plaisir de recevoir Catherine Vautrin, qui est députée de la 2e circonscription de la Marne et présidente de Reims Métropole, et nous partirons là aussi à la découverte du pôle agro-ressources et bioéconomie de cette grande région Grand Est. Et pour la partie débat, parce que vous le savez, là aussi on a une partie débat dans cette émission, on va essayer là aussi de s'éloigner des terres du Grand Est et d'essayer de tracer les perspectives de la coopération agricole avec les pays du sud de la Méditerranée, la coopération nord-sud, avec quels avantages et quelles perspectives de développement pour les différentes régions françaises. Bien évidemment, comme vous le savez, on ne change pas. Vous pouvez réagir là aussi à ce que disent nos invités sur nos réseaux sociaux, notre page Facebook Campagne TV, notre Twitter @Campagne TV avec le hashtag TDI ou notre site www.campagnetv.com, et nos invités là aussi répondront à vos questions tout au long de cette émission. Je vous ai tout dit, on est parti. Partie actu. L'actualité de ce jour est marquée par la présence de Catherine Vautrin sur notre plateau, députée de la 2e circonscription de la Marne, je le disais, présidente de Reims Métropole. Bonjour Madame Vautrin. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Là aussi vous êtes un peu sur vos terres, ici à la foire de Châlons. Et pourquoi justement c'est important pour vous d'être présent dans cette 2e foire agricole française? Vous savez, la foire de Châlons, c'est à la fois le rendez-vous incontournable de la rentrée, évidemment en Champagne, mais aujourd'hui, comme le disait Philippe Richert, carrément dans le Grand Est. C'est une rentrée politique, c'est une rentrée économique, c'est une rentrée agricole et viticole, juste après la moisson et juste avant les vendanges. C'est dire si c'est l'endroit où on se retrouve, l'heure des premiers bilans pour la ferme Marne, l'heure des dernières espérances pour la récolte viticole. Et donc, c'est le moment où nous échangeons et où finalement nous traçons ensemble les grandes lignes de l'année à venir qui redémarre. Alors justement, on est dans un contexte difficile sur un certain nombre de filières agricoles aujourd'hui. Alors je sais que vous avez signé avec une quinzaine de députés un pacte justement avec la FDSEA de la Marne. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Bien sûr, vous savez, moi je suis une élue qui a une circonscription à la fois urbaine et rurale, puisque j'ai 84 communes dans ma circonscription, dont 70 sont réellement dans une zone très rurale. Et j'ai notamment l'honneur d'être le député du Tardenois, un secteur à l'ouest du département qui a subi cette année des difficultés très importantes. Les récoltes sont extrêmement difficiles. Les filières sont dans une situation très tendue. Je pense non seulement à la filière agricole, mais je pense à toutes les industries connexes, le machinisme et autres sujets du même genre. Et donc, vous imaginez que nous sommes en contact constant avec les acteurs. Et en fait, la fédération départementale a travaillé sur un engagement. Cet engagement, c'est d'abord une révision de la PAC. Vous savez que nous allons être à mi-parcours. Moi, je suis absolument stupéfaite par le silence du ministre en charge, alors que nous devrions déjà parler en bon français de mid-term review, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de cette PAC pour sa 2e partie, comment est-ce qu'on réagit face à l'évolution, par exemple, des cours des matières premières, qui est un sujet du quotidien pour nos agriculteurs. Bon, on suit tous avec beaucoup d'inquiétude le feuilleton du lait, même si cette région n'est pas une région où on est la région qui produit le plus de lait, ça reste pour autant un sujet et c'est un symbole là aussi, donc c'est dire si le sujet est important. 2e engagement, il est sur les normes, incontestablement sur les normes. Alors c'est beaucoup d'élus vous disent oui, il faut supprimer des normes. Et pour autant, quand on regarde, il y a pratiquement 500 normes nouvelles depuis le début de l'année. C'est dire si entre le discours et la réalité, il se passe beaucoup de choses. Et je crois que ce que demande la profession me paraît très juste, frappé au coin du bon sens, c'est-à-dire qu'avant d'édicter une norme, on fait une étude d'impact. On mesure quelles seront les conclusions de cette norme. Et je crois que c'est absolument indispensable. Comme vice-présidente de l'Assemblée nationale, j'ai eu l'occasion de présider une partie des 3 débats que nous avons eus sur la biodiversité. Et j'ai été absolument effarée de ce que j'ai pu entendre comme discours dans l'hémicycle, tellement il était déconnecté de la réalité que vivent nos agriculteurs et nos viticulteurs. Et là-dessus, il y a une nécessaire mobilisation que nous devons travailler ensemble. C'est l'un des points sur lesquels nous nous sommes engagés. Et une expérimentation dans d'autres pays. Aux Pays-Bas, par exemple, il y a justement cette étude d'impact a été réalisée et a abouti justement à une diminution quasiment de moitié des normes qui étaient inscrites, et notamment pour les agriculteurs. Et si vous voulez, on le voit bien, on s'est beaucoup battu. Vous savez, nous sommes sur des terrains qui sont dans le Tardenois, des terrains en pente. C'est le cas
cas de la vallée de l'Ardre. Quand on vous parle des directives nitrates, par exemple, imaginez les conséquences que cela peut avoir sur des exploitations qui, quelquefois, peuvent être concernées pour 20, 30, 40% de l'exploitation. C'est une remise en cause totale ni plus ni moins, de l'exploitation et de l'équilibre économique de l'exploitation. Et je crois que, plus globalement, à travers cette charte, les élus que nous sommes, nous nous engageons à replacer l'agriculture là où elle doit être, au cœur de notre activité économique, tant l'agriculture aujourd'hui est un vecteur économique fort pour la France. Et cette charte, ça n'est que ça, replacer l'agriculture là où elle aurait toujours dû rester. Alors justement, elle est au cœur de votre territoire, le futur Grand Reims, puisque Reims Métropole va devenir le Grand Reims, je crois, au 1er janvier 2017. C'est vraiment la réforme de la loi NOTRe et des EPCI. Alors justement, qu'est-ce que ça représente sur votre territoire ? C'est un bouleversement absolument majeur. Je rappelle d'abord qu'en tant que parlementaire, je n'avais pas voté cette loi. Pour autant, je suis républicaine. Quand une loi, par définition, est adoptée par une majorité, nous devons l'appliquer. À partir de là, nous avons travaillé avec les communautés de communes qui entouraient Reims. Reims a une particularité, c'est la 12e ville de France. Elle a une intercommunalité de petite taille, puisque la ville de Reims compte aujourd'hui 185 000 habitants, l'agglomération 220 000. Donc vous voyez, 16 communes oui, qui en fait sont des communes de taille très modeste par rapport à d'autres grandes villes qui sont entourées de communes qui font 15-20 000 habitants et donc qui très vite, à 10 communes, représentent 200 000 habitants plus la ville-centre. On arrive à des métropoles ou à des communautés urbaines de grande taille. Ça n'est pas du tout le schéma que nous avons ici, puisque autour de Reims, nous avons des communes de petite taille. Et demain, les communautés de communes qui vont nous rejoindre, qui sont au nombre de 8, ont toutes des communes qui sont des communes, pour l'immense majorité d'entre elles, de moins de 1000 habitants. Puisque le Grand Reims demain comptera 144 communes, dont 111 comptent moins de 1000 habitants et dont 10 compte moins de 100 habitants. Nous aurons donc une spécificité française, la communauté urbaine rurale. Et c'est là où c'est intéressant de savoir comment vous allez justement amener ce territoire plutôt rural dans une compétitivité régionale, voire internationale. Vous savez, ce qui est très important à retenir, c'est que l'économie de notre territoire, c'est l'agriculture et la viticulture. Et donc, nous devons être organisés autour de cette agriculture et de cette viticulture avec la dose d'urbanité. Mais vous avez aujourd'hui des urbains qui vont travailler dans le rural, qui vont par exemple travailler dans les vignes, et vous avez des ruraux qui viennent travailler en ville. Donc le flux des échanges existe déjà et tout notre travail va être que chacun des territoires, et ça sera le sens de la charte de gouvernance que nous travaillons, que chacun des territoires puisse être représenté, que chacun des territoires puisse compter. Et dans les discussions que nous avons aujourd'hui, il est intéressant de noter que les ruraux ont l'impression qu'ils vont être avalés par la ville et que la ville dit « mais attendez, moi avec mes 59 élus face à 207 élus, que va-t-il m'arriver ?» Et donc nous sommes avec finalement 2 territoires qui vont partager une communauté de destin. Alors justement, essayer d'équilibrer ces territoires et de les rendre compétitifs, c'est aussi les doter de moyens équitables, je pense notamment au haut débit. Tout à fait. Vous savez, ça fait partie de ces projets absolument indispensables. L'un des candidats au présidentiel disait « je veux mettre en place un pacte pour la ruralité. À 1 euro investi en ville, je veux mettre 1 euro investi en rural ». Je partage totalement cette analyse pour la raison suivante. Quelles sont les premières demandes des communes avec lesquelles je travaille aujourd'hui? C'est l'accès au débit. Je ne parle même pas de fibre. L'idée, c'est au moins déjà le débit. Parce que quand on veut développer son entreprise, si nous n'avons pas d'accès Internet, c'est juste pas possible. Mais au-delà de la vie économique, nos enfants ont besoin de plus en plus, pour leur travail scolaire, d'avoir accès à Internet. Et donc, nous travaillons avec le département, avec la région, pour équiper, bien évidemment, dans les meilleurs délais, l'ensemble des communes du territoire. Au XXe siècle, finalement, on parlait des routes. Eh bien, au XXIe siècle, c'est les routes de l'information. Oui, ces routes de l'information qui sont aussi importantes pour les agriculteurs et pour le développement, là aussi, de techniques alternatives. Mais vous savez, aujourd'hui, quand on parle de la ferme 112, que va faire la ferme 112 qui est au nord de Reims, qui est au nord, qui est sur le territoire de Reims Métropole, pour une grande partie de cette ferme, que va-t-il se passer? Ça sera bien un endroit où non seulement on travaillera sur des techniques culturelles nouvelles, mais c'est un endroit où on testera des matériels en matière évidemment d'informatique embarquée et autres éléments. Et vous imaginez que dans les travaux que nous menons avec l'association présidée par Maximin Charpentier, première chose que nous faisons, ce qui sera demain les bureaux de l'association fait l'objet bien évidemment d'un raccordement à la fibre. C'est un prérequis indispensable. On doit aujourd'hui parler anglais, on doit aujourd'hui être incontesté
incontestablement destinataire au plus près de la fibre. C'est comme ça que notre agriculture peut relever les défis qui sont les siens. Et créer une vraie économie pour un territoire, c'est aussi le projet de la bioéconomie, j'allais dire au sens large. Et là aussi, je crois que vous essayez d'impulser un développement de cette bioéconomie sur le territoire. Sur la bioéconomie, moi je voudrais d'abord rendre hommage aux agriculteurs, au monde de la coopération agricole. Ils ne nous ont pas attendus, c'est eux qui ont porté le projet et qui ont fait aujourd'hui ce qu'est la bioéconomie sur notre territoire. Le rôle des élus, c'est d'être des facilitateurs et de les accompagner. C'est ce que nous faisons aujourd'hui en mettant à leur disposition des équipements, c'est ce que l'on a par exemple avec le CEBB à Pomac-le-Bazancourt. Quand Reims Métropole investit 1 million d'euros aujourd'hui dans des chaires autour de l'université de Reims-Champagne-Ardenne, c'est la même chose. Notre objectif, c'est d'accompagner, parce que quand AgroParisTech est installé à côté de Pomac-le-Bazancourt, c'est la recherche française qui progresse. Et c'est tout cela, quand Centrale Supélec travaille sur ces sujets, c'est ce qui demain fait évoluer la bioéconomie et qui permet à notre territoire d'avoir des débouchés complémentaires. Oui, et puis une ambition internationale aussi. Une ambition internationale. Et puis, un autre sujet, aujourd'hui, quel est notre défi? Notre défi, c'est que les brevets qui sont déposés ici fassent l'objet demain d'une exploitation industrielle sur nos territoires. C'est tout le sens du travail que nous faisons avec le Chambre de commerce et d'industrie, avec le Bioéconomie Park que nous venons de mettre en place, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez la recherche fondamentale, la recherche appliquée et également la zone d'activité pour accueillir les entreprises. La boucle est bouclée, il reste la formation des personnels pour être en capacité de répondre aux attentes. Ce qui est intéressant dans ce que vous nous dites, en fait, que ce soit pour le Grand Reims ou pour la bioéconomie, c'est que finalement on change de manière de gouvernance. C'est-à-dire que dans les deux cas, on sent qu'il y a vraiment une évolution là aussi de l'accompagnement politique et de la gouvernance politique au sens large et qui intègre, j'allais dire, les forces économiques et le citoyen. Mais vous savez, ce que vous dites est tellement vrai que la première chose que nous avons faite avec le député maire lorsque nous sommes arrivés, c'est travailler avec la Chambre de commerce en l'espèce et nous avons installé les services économiques de la ville avec les services de la Chambre de commerce. Parce que nous pensons que tout ce qui est dédié à l'entreprise doit être ensemble. Nous nous voyons avec la Chambre d'agriculture tous les mois. Parce que nous portons ensemble l'avenir de ce territoire, nous partageons la même vision et notre responsabilité, c'est de faire de cette vision une réalité. Dernière question, elle est plus politique, Catherine Vautrin, alors que la patrouille de France est passée au-dessus de nous, on les a entendus. La primaire donc, des Républicains approche, vous êtes déclaré en faveur donc, de l'ancien président Nicolas Sarkozy. Pour vous, il représente la meilleure opportunité pour faire gagner votre parti aujourd'hui? Il ne vous a pas échappé que nous sommes dans un contexte tout à fait particulier. À la fin de ce prochain mandat présidentiel, nous serons déjà au premier quart du XXIe siècle. C'est dire si cette présidentielle est absolument importante car elle va dessiner finalement la première moitié du XXIe siècle. Et nous avons besoin, dans le contexte angoissant que nous connaissons, angoissant en termes de compétitivité, angoissant en termes de sécurité, angoissant en matière de politique internationale, nous avons besoin de quelqu'un qui a montré son sang-froid, son savoir-faire, et qui soit quelqu'un qui soit immédiatement opérationnel, c'est-à-dire capable de faire un constat sans déni de la réalité de la situation de la France et capable de partager une vision. Eh bien, je crois que celui qui coche toutes ces cases aujourd'hui, c'est Nicolas Sarkozy. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi de le soutenir et de l'accompagner dans sa démarche. Catherine Vautrin, merci en tout cas d'avoir été pour la première fois sur le plateau de Campagne TV, mais on continuera là, j'espère, à vous suivre et à suivre les expérimentations que vous mettez en œuvre sur votre territoire. Merci à vous, à très bientôt. À bientôt. Merci. Alors on va continuer à parler bioéconomie et agro-ressources avec la deuxième partie de cette partie actualité de Terre d'Info, le JT, avec nos trois invités qui vont intégrer ce plateau. Benoît Brunsart, qui est responsable du pôle R&D Innovation à la Chambre d'agriculture du Grand Est. Thierry Stadler, qui est le président du pôle Industrie et Agro-ressources. Et Christian Rousseau, qui est président de la Fédération régionale des coopératives agricoles et qu'on a déjà reçu sur ce plateau comme vice-président de Vivessia, de la coopérative Vivessia, qui est quand même une des deux plus grosses coopératives de cette région Grand Est. Alors vous l'avez écoutez, comme nous, Catherine Vautrin a parlé de l'importance, là aussi, de la bioéconomie et de l'agro-ressources. Alors, Maximin Charpentier, qui ne pouvait pas être là, et qui était le président de la Chambre d'agriculture de la Marne, a développé le cluster agro-ressources. Alors, Benoît Brunsart, pourquoi avez-vous créé, avec la Chambre d'agriculture, ce pôle agro-ressources, ce cluster? Déjà, je pense que c'est une volonté de l'ensemble de la profession agricole de fédérer en fin de compte les acteurs autour d'un projet commun. Donc la ferme 112 était l'occasion de donner en fait un site
Mais je pense qu'au-delà du site, c'est réellement la volonté d'aller loin ensemble, de rapprocher les acteurs des filières, de la transformation, mais aussi les acteurs de la recherche, du développement, pour construire en fin de compte ensemble des solutions pour les agriculteurs. Alors on a l'habitude, en général, sur ces expérimentations, de voir Arvalis, l'INRA, enfin j'allais dire tous les instituts de recherche. Alors pourquoi c'est important que les agriculteurs s'approprient ces phases d'expérimentation ? Disons que là, je pense qu'on avait l'habitude de travailler avec de la recherche fondamentale à la recherche appliquée, et puis le développement qui était tout ça dans une logique descendante. Aujourd'hui, je pense que l'important, c'est de mettre l'agriculteur au cœur de l'innovation, afin à la fois qu'il se l'approprie, mais aussi qu'il puisse être porteur en fait, d'idées nouvelles, et puis qu'il remonte en fait, à la recherche fondamentale ou appliquée, si les solutions qui ont été trouvées sont acceptables ou ne le sont pas, ou si elles peuvent être adaptées, ou comment on fait pour être plus efficace en fin de compte dans le transfert des connaissances auprès des agriculteurs, auprès du plus grand nombre. Ça va dans l'infusion, j'allais dire, des pratiques auprès des agriculteurs, mais est-ce que finalement l'inverse est vrai aussi ? Est-ce que finalement les remontées d'expérimentation d'agriculteurs vous aident aussi à réadapter vos modèles ? Bien sûr, parce qu'une innovation, elle n'a pas de sens si elle n'est pas applicable. Et donc, travailler avec les agriculteurs et faire en sorte que les agriculteurs soient acteurs, en fin de compte, et puissent proposer leurs propres idées, ils en ont, ça me semble effectivement fondamental pour que la recherche puisse peut-être réorienter ses travaux vers des solutions plus pragmatiques, plus efficaces, et donc en fin de compte pour assurer en fin de compte le développement de l'agriculture. Alors évidemment, on a posé les bases, les fonds baptismaux, on a parlé de la ferme 112, Catherine Vautrin en a parlé aussi, qui est un peu quand même l'illustration de ce que vous nous dites. Là, je vous propose de la découvrir en images. C'est un reportage de Julien Rosburger. Alors ici, vous êtes sur le site de la ferme 112 qui est située sur l'ex-base aérienne 112 qui a été abandonnée par l'armée depuis 5-6 ans aujourd'hui. La vocation, elle est double. La première, elle était déjà de maintenir les agriculteurs qui étaient en place sur le site puisqu'elle est cultivée depuis de nombreuses années. Et la deuxième, c'est d'étudier des expérimentations en grandeur réelle pour le bien commun et pour les agriculteurs de Champagne-Ardenne, de la grande région et plus largement de la France. Alors l'objectif de la ferme aussi, c'est c'est un site de démonstration. Elle est là pour prouver que des nouveaux systèmes de culture sont possibles dans le respect de l'environnement, de la qualité de l'air, de la qualité de l'eau et puis aussi essayer de prouver qu'elle est économiquement viable. Alors ici, la spécificité de la ferme 112, c'est que toutes les parcelles, elles sont exploitées par des agriculteurs parce qu'on veut vraiment tester le fait qu'on puisse appliquer sur une ferme de l'innovation. Donc les parcelles les plus petites ici font 3 hectares en termes d'expérimentation. Donc on souhaite vraiment réfléchir en termes de transfert, qu'est-ce qui est finalement applicable sur une exploitation. Les biocontrôles font aussi partie de ce protocole-là et de savoir à un moment donné comment est-ce qu'on peut appliquer les biocontrôles, quels sont leurs effets sur des grandes surfaces, sur des grandes cultures. Et ça fait partie des protocoles qu'on est en train de mettre en place, évidemment. L'intérêt d'un cluster, c'est justement de réunir toutes les personnes qui ont une compétence, qui ont une valeur ajoutée pour pouvoir justement créer cette approche globale, cette vision globale de l'agriculture. Et créer de l'innovation, de la valeur ajoutée. En fait, le système, c'est d'essayer de décloisonner l'agriculture. La motivation qui nous anime pour créer cette dynamique-là, c'est justement d'essayer de travailler tous ensemble à la réflexion de savoir qu'est-ce que peut être l'agriculture de demain et surtout comment est-ce qu'on peut finalement produire durablement de la production agricole tout en étant compétitif et ce en passant par l'innovation parce que c'est en innovant qu'on peut assumer une durabilité de l'agriculture et sa productivité. Alors l'intérêt du travail des agriculteurs sur le site expérimental de la base 112, c'est d'arriver à mener les expérimentations à bien et de pouvoir ensuite les transposer sur leur exploitation ou dans d'autres exploitations
à travers la plaine de Champagne. Alors, le but du jeu aussi de cette ferme, ça va être de communiquer et d'échanger avec d'autres agriculteurs. Alors c'est vrai que nous sommes en phase de démarrage, les observations sont en cours et je pense qu'à terme, on va pouvoir, ce sera un lieu d'échange où les agriculteurs vont pouvoir se retrouver, discuter avec les ingénieurs, les techniciens, les agriculteurs qui auront travaillé sur le site et ainsi de progresser vers une nouvelle agriculture. Retour sur le plateau de Terre d'Info qui est en plein cœur justement de l'exposition Climat et Agriculture et Changement Climatique ici au cœur de cette 70e foire de Châlons. Vous pouvez là aussi venir nous retrouver. Alors on quitte la ferme aérienne, l'ancienne base aérienne 112 qui est devenue la ferme 112 où vous essayez de produire plus, de produire mieux tout en diversifiant les débouchés de l'agriculture et en lançant ce concept de bioéconomie à l'échelle de cette région Grand Est. Quels sont les enjeux de ce développement à l'échelle de la région? Au niveau de la bioéconomie? Oui, au niveau de la bioéconomie. Je pense qu'il s'agit pour la région, alors la région Grand Est maintenant, réellement de s'inscrire comme un leader en termes pour se positionner vraiment sur cette question-là de la bioéconomie, c'est-à-dire des produits biosourcés. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que l'ensemble des plastiques sont remis en cause, de la même façon au niveau des cosmétiques, au niveau de l'énergie. Donc l'agriculture a vraiment une place à prendre et donc je pense que l'ambition du Grand Est, c'est d'être vraiment leader sur ce domaine-là. Et donc la ferme 112, mais aussi le cluster, et puis en fait tous les acteurs qui participent en fait à ce développement-là, ont vraiment à cœur de trouver des solutions autour des produits biosourcés. Justement, un des acteurs majeurs qui est en face de vous, Thierry Stadler. Donc je rappelle, vous êtes président du pôle industrie et agro-ressources. Alors déjà, il faut expliquer à nos téléspectateurs ce qu'est ce pôle dans le cadre du cluster agro-ressources et bioéconomie. Alors ce pôle est avant tout un pôle de compétitivité. Les pôles de compétitivité ont été mis en place dans le cadre d'un partenariat entre l'État, les régions et bien sûr le monde économique. Il y a de cela maintenant un peu plus de 10 ans. Leur vocation, c'était d'accompagner le monde économique dans l'innovation, c'est-à-dire d'améliorer la compétitivité en développant de nouveaux produits et de nouvelles technologies. C'est aussi un rôle de décloisonnement entre les acteurs, c'est-à-dire que dans un pôle comme le nôtre, nous avons 340 membres qui couvrent toute la chaîne de valeur. C'est-à-dire on part de l'agriculture, on a l'agro-industrie, on a après la chimie qui fait une seconde transformation et on va sur les autres utilisateurs, par exemple le bâtiment, le transport, l'automobile, pour aller finalement au consommateur. Ce sont des mondes qui ne se parlaient pas, qui n'échangeaient pas. Et aujourd'hui, l'idée, effectivement, c'est de les rassembler collectivement autour de projets. Et on sait très bien qu'en matière d'innovation, une approche transversale, c'est ce qu'il y a de mieux pour réussir. Mais ça va, vous parlez du consommateur parce qu'il nous regarde, ce consommateur là aussi. Ça veut dire qu'on va parler de biocarburants, on va parler de produits cosmétiques. Quels sont les secteurs de production? Déjà, nous, notre enjeu, il est double. D'une part, au lieu de prendre du carbone fossile, et quand on pense fossile, on pense souvent pétrole, d'utiliser du carbone renouvelable. Ça, c'est le premier enjeu. Et le deuxième enjeu, il est environnemental, parce qu'effectivement, en s'adressant à du carbone renouvelable, on a souvent une empreinte écologique meilleure que ce qui est fait avec du pétrole. Donc à partir de là, on peut adresser différents types de marchés. Le marché que nous on appelle communément les biomolécules, ce sont des peintures vertes sans solvant, donc qui n'émettent pas d'émissions dans les appartements par exemple. Ce sont des cols vertes, des détergents, des produits de lessive d'origine végétale, etc. Ça c'est la première famille de produits et peut-être la plus importante. Une deuxième famille, ce sont les biomatériaux. Nous sommes une région où l'on produit des fibres, notamment du chanvre. Aujourd'hui, on fait des matériaux composites avec ces fibres qu'on va retrouver dans l'automobile. Un exemple d'application, c'est l'allègement de l'automobile. On sait qu'on va alléger entre 25 et 30% avec une pièce avec des fibres végétales et quand on allège un véhicule, il consomme moins. Donc ça, c'est un autre enjeu. L'enjeu des biocarburants de seconde génération, où là, on va pas utiliser effectivement des cultures alimentaires, mais des coproduits ou des produits forestiers, par exemple. Troisième enjeu, c'est le domaine de l'énergie. L'agriculture a toujours fourni de l'énergie, et là on parle de la méthanisation, on reparle des biocarburants de seconde génération. Et un quatrième enjeu qui est aussi l'enjeu alimentaire, qui est quand même primordial, puisque effectivement aujourd'hui on développe tout ça dans des ensembles industriels qu'on appelle des bioraffineries, sur des grands sites, où finalement on va valoriser toutes les composantes de la plante, y compris les coproduits. Ça veut dire, pour être quand même clair,
que, j'allais dire, le débouché principal reste l'alimentation humaine ou animale, et que c'est vraiment les coproduits qu'on valorise de Voilà, ces différentes l'idée c'est façons. vraiment de laisser effectivement au centre du terrain effectivement la notion d'alimentaire, c'est quand même la vocation première de l'agriculture, mais essayer d'apporter aussi d'autres valeurs ajoutées, d'autres transformations pour gagner aussi en compétitivité d'une manière générale, parce que souvent ceux qui font de l'alimentaire vont aussi faire d'autres transformations à côté. Donc ça participe à l'ensemble de la valeur sur une même matière première. Mais alors comment concrètement est organisé ce pôle? Parce que faire parler plus de 340 entreprises qui ont quand même des objectifs complètement différents et souvent des objectifs économiques, parce que quand on parle d'entreprise, on parle de rentabilité. À un moment donné, comment on fait pour justement coordonner ces différentes recherches? Déjà, la première chose, c'est de leur montrer que la compétition est internationale et qu'au niveau national, on a peut-être besoin de se souder autour de sujets communs pour être compétitif au niveau international. Ça se traduit dans les faits aujourd'hui par des investissements communs. Plutôt que de monter un centre de recherche chacun de son côté, où finalement on n'aura pas les moyens d'aller très loin, c'est peut-être de mettre collectivement en place des programmes de recherche au sein d'un centre commun. C'est ce que l'on a fait effectivement sur les biocarburants, c'est ce que l'on a fait sur les protéines végétales, c'est ce qu'on a fait dans le domaine des oléagineux. Ce qui n'empêche pas que les gens restent concurrents, les entreprises concurrentes sur leur marché, mais sur certains points très spécifiques, elles mutualisent, elles agissent collectivement, en investissement collectivement. D'accord, vous avez des financements par, j'allais dire, par action, par pôle. Est-ce qu'on a une idée justement aujourd'hui du niveau d'investissement et du nombre d'actions que vous menez? Alors, depuis la création du pôle, c'est-à-dire depuis un peu plus de 11 ans maintenant, c'est plus de 240 projets. Ça représente 1,5 milliard d'euros d'investissement. Mais le plus important, c'est que c'est sur 1,5 milliard, il y a 30% de parties publiques, c'est-à-dire État, région, mais aussi Europe. D'accord. Et le reste vient de l'industrie. D'accord. Ouais, c'est dire l'implication quand même des industriels sur... Voilà, c'est pas quelque chose qui est subventionné, effectivement. Alors Christian Rousseau, vous qui êtes président de la Fédération régionale des coopératives agricoles, on pourrait penser, on pourrait se poser la question de savoir ce que vous faites sur ce plateau, en quoi justement les coopératives agricoles sont intéressées au développement de ces nouvelles technologies. Alors, les coopératives agricoles sont le prolongement des exploitations agricoles. Dans cette région, elles sont très majoritaires en termes de collecte, d'approvisionnement et de suivi d'exploitation agricole. Et donc, tout naturellement, elles se posent la question du devenir du projet agricole futur. Et quand on voit la pression qui est mise aujourd'hui par la société sur les problèmes environnementaux et sur la qualité de l'alimentation en particulier, puisque l'agriculture reste, évidemment, sa première mission, c'est d'alimenter les hommes, les coopératives se posent naturellement la question de faire évoluer les modèles agricoles pour les rendre compatibles avec les demandes de la société en termes de qualité et quantité de nourriture, les rendre compatibles également avec des demandes nouvelles de la société à travers des industries sur notamment l'utilisation de coproduits, et de faire en sorte que tout ça se marie avec une conformité à l'environnement ou une amélioration des conditions environnementales. Donc naturellement, les coopératives sont impliquées dans cette recherche et elles ont trouvé dans la ferme 112 l'endroit effectivement où on allait pouvoir tester des modèles différents. Et si la ferme 112 justement est faite de parcelles de grande taille d'exploitation agricole, c'est bien pour comparer des systèmes entre eux et non plus des éléments particuliers comme des variétés ou des traitements fongicides. Donc on est parti sur l'inventaire de systèmes nouveaux et de les comparer les uns par rapport aux autres en termes de qualité d'exploitation sur le plan environnemental et de productivité économique, bien entendu, puisque à la base, si l'agriculteur n'améliore pas son bilan économique, il ne va pas adhérer à ça. Donc nous, les coopératives, nous sommes là pour être l'intermédiaire entre le besoin de l'agriculteur, les besoins de la société, avec nos industries de transformation et également tout ce qui est la grande distribution. Évidemment, on est dans les chaînes alimentaires et naturellement, on est très impliqué, très intéressé par ce qui se passe et on a saisi l'occasion d'adhérer donc à la ferme 112 et on est partie prenante évidemment parmi les principaux. Mais ça veut dire que des bioraffineries coopératives, demain, c'est possible? Bien sûr. D'accord. Et on a déjà des modèles. Futurol, c'est un modèle de bioraffinerie. Futurol, c'est où, juste pour le... Alors ça, c'est sur le pôle de Pomacle, sur le pôle le nord de Reims, donc tout près d'ailleurs de ferme 112. Donc on a effectivement, à cet endroit, on va avoir une connexion assez rapide entre ce qui se passe au champ et ce qui se passe dans les pilotes industriels. Parce que là, on est plutôt sur les pilotes industriels.
Et donc tout Ce qu'on disait naturellement... avec Benoît Brunsart, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le retour d'expérimentation par l'agriculteur, il se fait directement. Absolument. Ah ouais. Absolument. Et donc du coup, vous avez investi aussi donc, financièrement pour le développement du pôle d'industrie Bien sûr, agro. nous sommes D'accord. partenaires du pôle agro-ressources et membres du bureau. Et nous sommes également, à titre personnel, moi je suis vice-président du pôle agro-ressources et chargé de l'agronomie. D'accord. Pour effectivement aider. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est vraiment un projet collectif de l'ensemble des organisations professionnelles agricoles pour faire évoluer, faire bouger l'agriculture vers de nouveaux modèles. Alors il y a une question que j'ai posée à Thierry Sadler tout à l'heure qui effectivement, où il me disait qu'il n'y avait pas de concurrence entre les différents usages des produits agricoles. Est-ce que finalement l'agriculteur ne va pas aller quand même là où finalement son produit sera le mieux valorisé économiquement? Est-ce qu'il ne va pas avoir de concurrence entre la fonction alimentaire des choses et la fonction, on va dire, biométhane, biocarburant ou autre qui pourrait là aussi mieux valoriser? Alors l'agriculteur, lui, il produit des grains, il produit des racines, il produit des feuilles. Et ce qui l'intéresse, c'est de valoriser au mieux son produit. Donc il s'adresse à sa coopérative ou à ses coopératives. En l'occurrence, s'il fait des betteraves, il s'adresse aux coopératives betteravières. Et lui, ce qui l'intéresse, c'est qu'on valorise le mieux possible son produit. Par contre, les coopératives et les industries qui sont derrière, leur souci, c'est, pour répondre aux besoins de l'agriculteur, c'est comment j'utilise les principales fractions du produit, une fois que je l'aurai fractionné, pour valoriser la partie alimentaire, valoriser les parties non alimentaires, valoriser les produits, les parties chimiques notamment, et faire que dans l'ensemble du produit vendu, on ait tiré parti de l'ensemble des fractions le mieux possible. Et en agriculture aujourd'hui, on ne parle plus de résidus, on parle de coproduits, c'est-à-dire qu'un produit issu d'un cracking végétal a toujours un usage. C'est ça l'objectif. Et je dirais même mieux, ce qui va intéresser l'agriculteur demain et qui intéresse également l'ensemble du monde agricole, c'est que le soleil brillant 365 jours par an, normalement, on devrait mieux utiliser l'énergie solaire avec des plantes, des cultures intermédiaires, qui peuvent effectivement directement ne plus être valorisées en grains parce qu'on n'a pas l'espace naturel pour les mener à maturité, mais les utiliser à des fins industrielles par des utilisations de méthanisation, de fractionnement végétal, également de biochimie. Oui, ou de relargage de nitrate naturel dans le sol. Voilà, et en même temps, donc on va couvrir le sol plus longtemps et on va être capable d'incorporer du carbone dans le sol. Thierry Sadler, là aussi, la compétition entre les usages, vous n'y croyez pas? Il y a forcément une compétition sur les usages, après il faut la réguler. Nous, on a une stratégie, effectivement, puisqu'on parle de non alimentaire, puisque c'est bien ça, la question alimentaire versus non alimentaire. On a une stratégie, c'est de dire aujourd'hui, soit on va sur des produits de commodité, c'est-à-dire des gros volumes où il y a peu de valeur ajoutée, soit on va sur des produits de spécialité, sur la chimie fine, la chimie de spécialité, où là on a de la valeur ajoutée. On s'adresse à des petits volumes, donc moins de pression sur la biomasse agricole, effectivement, et on peut mettre plus de technologie, donc plus de compétitivité au niveau international. Et si on est dans ce schéma-là, effectivement, il n'y a pas de raison qu'il y ait effectivement des concurrences d'usage, puisqu'on va se limiter à des petites quantités, effectivement, de biomasse. Mais ce sera le mot de la fin, c'est toujours frustrant, hein, mais malgré tout c'est important. On a posé les bases en tout cas de cette ferme 112 et là on sera vigilant et on essaiera de suivre les différentes expérimentations qui sont menées et justement après les diffusions à large échelle. Merci messieurs d'avoir participé à ce plateau, c'est la fin de la partie actu. Vous avez entendu la pluie parce que ça y est, il pleut sur Châlons, si. Après avoir subi des fortes chaleurs, il pleut. Donc ça va rafraîchir là aussi à la fois ici les gens qui participent à cette foire, mais aussi ça va faire plaisir aux agriculteurs qui sont nombreux dans cette foire de Châlons. Et on passe à la partie débat. Partie débat qui va nous faire un petit peu sortir là aussi de notre région Grand Est. On va essayer d'ouvrir là aussi les perspectives de l'agriculture puisqu'on va parler de coopération nord-sud, mais aussi sud-nord de la Méditerranée avec nos deux invités. Tout d'abord Alain Herbinet, vous êtes président de l'association ACCIR. Alors là, l'association champenoise de coopération interrégionale. Vous allez nous décrire là aussi les objectifs de cette association. Là tout de suite. Oui, de suite. Forcément, on est en direct. Allez-y. En fait, depuis maintenant 50 ans, c'est une association qui accompagne le développement agricole dans certains pays d'Afrique de l'Ouest subsaharienne, et notamment le Burkina, le Mali, le Sénégal et le Togo. Et donc on accompagne des agriculteurs et des groupes d'agriculteurs dans le développement de leurs filières
et dans leur technique de production. Voilà un petit peu l'objet de la. Donc ça, de c'est l'AXIR. l'action que vous menez dans ces Au pays sud. du Sud. Par Est-ce qu'il y a des actions alors, que vous menez il y a aussi dans deux les- types d'actions Voilà. au nord. Première action, c'est effectivement l'accueil de nos partenaires agriculteurs africains en Champagne-Ardenne, pour parler de leur métier, pour parler de leur quotidien, pour échanger sur les pratiques et s'enrichir d'expériences. Et la deuxième action, c'est une action plus locale qui est menée par l'AXIR directement, c'est-à-dire de sensibiliser le monde agricole, le monde rural sur les enjeux du co-développement qu'on peut avoir avec les pays du Sud et notamment les pays d'Afrique subsaharienne. Alors en face de nous, on a le plaisir de recevoir Abid Mourad. Bonjour. Bonjour. Vous êtes producteur de figues en Algérie, c'est bien ça? Ouais. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre exploitation agricole pour qu'on puisse là aussi se la représenter ici? La figue, depuis, c'est quelque chose qui a fait un bon expression avant, Oui. avant les années 40 et 50. L'Algérie l'a fait nourrir 12 pays européens de la figue. Il y avait le port de Béjaïa qui fournissait la figue à 12 pays européens. Et après, l'indépendance s'est arrêtée. Et on a même tout le terroir, c'est pas que la figue, hein. Même les capres, même le caroube, même les olives et tout, c'est arrêté. C'est le système de pétrole et Bien tout. sûr, On a d'échange. concentré à sûr. autre chose. Mais maintenant, ça rentre dans les rails. D'ailleurs, la figue de Bni Maouch, la région de Bni Maouch, c'est située à Béjaïa. Elle a eu son label. Et sont en train de finir la labellisation. Cette année, ça sera parce qu'on a déjà le cahier de charge, on a tout. Ça nous fait plaisir ce que j'ai entendu à ce monsieur. On a le potentiel, on a l'envie de travailler et tout, et vous avez le savoir. On ne sait pas comment le savoir de la finition. Je dis la finition, c'est pas le savoir le produit lui-même. C'est de la finition. Par exemple, c'est à vous de connaître comment la façon de la manger, comment la façon de la mettre, comment. Si on s'associe, ça nous fait plaisir. Question d'emballage, question de présentation, question de marketing. Qu'est-ce qu'il manque à l'Algérie? C'est la communication, c'est le marketing. On a les meilleurs sites, on a les meilleures questions de tourisme, questions d'agriculture, questions de... Mais on ne fait pas de publicité, on fait pas. C'est refermé vers un seul but de pétrole, de l'industrie, mais qui sont de terroir et de tourisme. Parce que le tourisme, ça s'accroche au terroir, s'accroche à de l'artisanat, s'accroche. Mais on n'a pas de. On ne peut pas exprimer comme ça, il faut vraiment des boîtes. Alors justement, pour essayer d'éclairer nos téléspectateurs sur le poids de l'agriculture algérienne, je crois que le chiffre d'affaires total de l'agriculture algérienne, c'est 32 milliards d'euros. Nous, on est à peu près à 70, donc voilà, on est à peu près typiquement à la moitié en chiffre d'affaires. Alain Herbinet, au regard de ce que vient de dire monsieur Mourad, effectivement, vous pouvez les aider sur les aspects, on va dire, plus commerciaux, mais il n'y a pas que ça. Je crois que l'action de l'association est plus importante que celle-là. Elle va aussi dans les techniques et les pratiques agricoles. Enfin, il n'y a pas que ça, effectivement, mais je pense qu'en 50 ans, le copartenariat ou le partenariat qu'on a su développer avec certains pays, qu'on n'a pas développé avec l'Algérie parce que les circonstances ne sont pas prêtées, mais voilà, ont grandement évolué. C'est-à-dire qu'on était, encore une fois, par le passé, à une relation très descendante. Oui, clairement. Voire condescendante. Condescendante, on peut le dire, bien sûr. Aujourd'hui, on est vraiment sur une relation équilibrée dans la mesure où les enjeux qui nous animent, et l'enjeu dans beaucoup de pays d'Afrique et en France, en Europe, l'enjeu du règlement climatique, l'enjeu de l'ouverture des marchés, de la libéralisation des marchés, font qu'aujourd'hui, on est sur des problématiques qui nous rassemblent. Et effectivement, la région Champagne-Ardenne, de par son histoire agricole, de par l'organisation de sa profession, les coopératives, les filières qui sont organisées à l'initiative des agriculteurs, ça c'est quelque chose qu'effectivement on peut partager avec nos collègues de différentes continents. Sur l'organisation même des structures, en fait. C'est ça. Au-delà de ça, sur les problèmes techniques, je pense qu'ils ont le savoir, ils ont le savoir-faire. Après, c'est peut-être la diffusion de ces savoir-faire qui reste à faire dans certains endroits, entre guillemets, que j'appellerais reculés, parce que la connaissance ne parvient pas toujours là où il faudrait qu'elle parvienne. Et sur l'aspect, effectivement, accès au marché, je pense qu'effectivement, on a peut-être effectivement une expérience supplémentaire ou
un peu plus affirmé sur ces accès au marché qu'on peut partager. Mais encore une fois, on est vraiment dans du partage de savoir. Et aujourd'hui, si on arrive à enrichir de connaissances nos partenaires, nous aussi, on doit savoir s'enrichir de leurs connaissances, de leur résilience face à des problèmes climatiques qu'ils connaissent depuis très longtemps dans des régions qui ne sont pas faciles, où la pluviométrie n'est pas évidente, où elle peut être très faible, très aléatoire. On vient de connaître, nous, un épisode 2016 en agriculture dans la région qui est sans précédent, mais qui nous rappelle qu'on doit aussi voir ailleurs, s'inspirer de ce qui se passe ailleurs pour aussi imaginer des modèles qui nous soient peut-être adaptés pour demain. Adapté dans le cadre d'un changement climatique et adapté aussi, ou se réapproprier des techniques culturelles qu'on avait avant, qu'on a laissé un petit peu tomber, et que justement, vous, pays du Sud, vous nous réapprenez parce que vous avez ces pratiques culturelles aujourd'hui, en fait. C'est ça. Donc c'est vrai que la question d'organisation et de pratiques culturelles respectueuses de l'environnement dans le cadre d'un changement climatique, c'est important. Ouais, on se trouve, ce que j'ai dit une fois, on se trouve dans le naturel par accident. On se trouve dans le naturel parce qu'on n'a pas essayé de faire tous les machins là, tous les médicaments et tout. On est toujours dans le naturel. Même les engrais pour nos arbres, on ne le fait pas. On ne le fait pas. Si on le fait, on fait des foins secs, c'est mieux. Ça on ne connaît pas ça avant. Mais quand le bio a marqué sa marque et tout, on s'est rendu compte qu'on est en bio. Vous êtes en bio. On est en bio. Sans faire des efforts, sans oublier les trucs là, sans jeter les machins. Ça. Alors on se trouve dans le bio. Ça nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir qu'on exprime ça. Comment on va l'exprimer? C'est la distribution, c'est la publicité, il y a des choses, ça ne suffit pas le travail. On travaille, mais la finition, on ne l'a pas. On ne le tient pas, la finition. Et je pense que la France, c'est le pays le plus, je crois, c'est le pays le plus qui donne l'importance à ces produits-là. Parce qu'il y a plein de terroirs, ce que j'ai remarqué en France, toutes les choses sont dans le terroir, sont inscrites dans les terroirs. Il y a une vraie définition. Oui, en tout cas, par exemple, nous, on n'a pas que la figue, on a plein. Il y a du caroube, il y a du capre, il y a par exemple de la figue de Barbarie. Ce n'est pas le même goût que j'ai vu ici, j'ai goûté ici. Ce n'est pas le même goût, incroyable. Mais on a tout un système d'appellation aussi, d'AOP, d'AOC, d'appellation d'origine contrôlée, avec des cahiers des charges et des zones géographiques qui sont définies justement et qui aident justement à la vente et à la promotion de ces produits-là. Oui, j'aimerais bien que les Français partagent tout ça parce que comment dirais-je, c'est un médicament autrement. Oui. C'est un médicament avec une délice. Par exemple, prenons le cas de la figue. La figue, elle est pleine des antioxydants. C'est le meilleur fruit qui a beaucoup des antioxydants. C'est un médicament. On le prend avec une délice. C'est pas comme un cachet amer et tout. On le prend, ça nous aide dans notre vie. Surtout si on est quotidien. L'huile d'olive aussi, c'est tout le terroir. Le développement et la production d'huile d'olive en Algérie, c'est stratégique pour votre pays. Ah ouais, on a beaucoup de potentiel. On a plusieurs régions qui ont beaucoup de l'huile d'olive. Vous êtes 8e pays producteur d'huile d'olive. Oui, le Béjaïa tout seul, c'est 80 000 hectares de l'huile d'olive. Et ce n'est pas l'huile d'olive de l'import, on n'a aucun, il n'y a pas quelqu'un que je connais qui fait des engrais. Il y en a, par exemple, celles des maraîchers, ils font des engrais, mais les arboriculteurs ne font pas parce qu'on a des terrains vraiment accidentés, ça porte il faut de l'eau, il faut ça. Même quand on plante, on ne donne pas de l'eau, on la laisse, elle se débrouille. Non mais ça veut dire que vous avez quand même un pays, un climat béni des dieux, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de pays justement d'Afrique au sens large qui ont ce problème-là d'eau et aujourd'hui, à part l'Égypte, l'Algérie, les autres pays vont vraiment manquer d'eau et c'est vrai que c'est un problème pour les récoltes de blé notamment qui sont à la base quand même de votre alimentation. Alain Herbinet, comment justement vous financez vos actions auprès de tous ces pays-là en fait? Alors le financement de l'ACCIR s'opère d'une
pas d'une seule manière, mais quasiment 90%, ces ressources proviennent du millième. Le millième, c'est la contribution volontaire des agriculteurs de la région Champagne-Ardenne, adhérents de coopératives, soit céréalières, sucrières ou viticoles, qui volontairement, donc tous les ans, souhaitent verser à l'Axir l'équivalent du millième de la valeur de leur récolte. En gros, une tonne, ça fait 1 kilo. Voilà. Ouais, c'est ça, Pour une tonne de blé livrée à sa COP, il en donne l'équivalent d'1 kilo à l'Axir. Voilà un peu le mode de financement Mais alors, qui a été imaginé dès l'origine et qui perdure encore. et l'accompagnement de financement de solutions sur le terrain dans les pays africains, comment ça se passe? Alors l'accompagnement sur le terrain, il y a de deux manières aujourd'hui. On s'oriente de plus en plus sur des partenariats avec des ONG bien plus importantes que ce qu'est l'Axir et qui ont des expatriés sur place ou des acteurs locaux sur place. C'est-à-dire que par exemple on travaille avec FERT au Burkina Faso. FERT, c'est la fondation des céréaliers français. Et ils ont effectivement des techniciens, des ingénieurs sur place, soit burkinabés, soit européens. Et donc on confie quelque part notre financement dans un copartenariat avec FERT, et ils le gèrent au quotidien sur les actions qu'on mène. Voilà. De plus en plus, partenariats locaux. De plus en plus, on s'appuie sur des structures locales qui ont pignon sur rue, qui ont une certaine légitimité pour éviter d'envoyer de l'argent comme ça en allant voir une ou deux fois par an ce qui se passe, etc. Parce que ça peut être un peu plus compliqué, de loin à gérer. Et mal perçu. Donc, et de plus en plus également, on travaille avec les services de l'État, les services déconcentrés de l'État, notamment les services agricoles de l'État, parce que l'Axir n'a pas vocation à durer dans le temps dans ces pays. Et par contre, les services de l'État, eux, ont vocation à durer. Donc, on travaille en étroite collaboration avec les services agricoles, tant l'administration que les chambres d'agriculture locales. Voilà. Merci messieurs, on est arrivé au terme de cette émission. Je sais que c'est court et je sais que c'est frustrant, mais ce qui est important, c'est de faire passer le message que notre agriculture internationale de demain passe par les solidarités nord-sud, mais sud-nord aussi, parce qu'on a aussi besoin de vous pour justement avoir des territoires qui ont une compétitivité demain. Notre croissance du nord et notre croissance du sud est justement intimement liée. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve dès demain pour un nouveau Terre d'Info, le JT. Mais d'ici là, vous savez, cultivez votre jardin. Au revoir.